Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Il y a encore quelques places ici devant. Si vous le souhaitez, comme d'habitude, je frappe le micro. Il y a ma place que vous pouvez prendre aussi parce que je switch après deux salles, donc n'ayez pas peur. Alors, pour animer cette conférence, le métaverse est-il l'avenir de l'immobilier ? Je vais vous demander d'applaudir bien fort Julien Villeneuve, DG Marketing et Stratégie de Développement, la boîte IMO. Ensuite, je vais vous demander d'accueillir aussi de la même manière très chaleureuse, Benoît Tesnas de Moncel, CEO de Grenadine et 360 degrés Fahrenheit. Oui, c'est vrai, il a raison, il est un peu exigeant au niveau des applaudissements, donc si vous pourriez le refaire, ma place en dépend pour l'année prochaine. Je vous laisse, excellente conférence à tous. Tout. Ça marche pas. Ouvert. Ça marche. Bonjour Julien. Bonjour Benoît. On est très content de venir faire cette conférence face à vous. Vous êtes très nombreux. Cette conférence va se dérouler en deux temps. Un premier temps où Julien, grand expert du métaverse devant l'éternel, on va échanger avec vous sur effectivement les enjeux du métaverse et de l'immobilier. Et ce sera illustré dans un second temps par Samuel Coe d'XP France, qui viendra vous donner un cas extrêmement concret sur un business immobilier de l'usage de l'immersif dans nos métiers. Mais avant d'avoir un cas concret de l'usage de l'immersif dans l'immobilier, on va essayer avec Julien de se livrer à un exercice complexe qui est en une grosse trentaine de minutes, d'essayer de faire un point précis sur ce qu'est le métaverse et ce que peut représenter comme enjeu business le métaverse dans l'immobilier. C'est une gageure parce que le sujet est assez complexe. On entend tous parler de métaverse toute la journée. On entend parler des malheurs de certaines entreprises éventuellement sur le métaverse. On ne le connaît pas tous forcément. Et donc, on va essayer de faire un petit point là-dessus. Alors, juste un petit souci de zappette. Ah bah alors, si la zappette si quelqu'un peut me régler la télécommande. On a besoin de passer d'un slide à l'autre. À la régie, est-ce que quelqu'un peut me régler la zappette? C'est bon? Qu'on puisse se présenter. Voilà. Très bien. Julien, qui es-tu? Alors, j'ai le plaisir d'être dans une société qui s'appelle la boîte IMO, qui est donc, comme certains le savent dans la salle, le premier opérateur des agents immobiliers indépendants. On a à cœur d'offrir en fait toutes les solutions, les outils, les services pour pouvoir accompagner les agents immobiliers dans leur quotidien, dans la découverte de leurs produits, dans la prise de mandat. Voilà, c'est une offre qui est la plus exhaustive du marché aujourd'hui. Et donc j'ai le plaisir d'avoir rejoint Olivier Bugette, le CEO de la boîte IMO depuis janvier. Le métaverse. Tu nous parles de métaverse, mais tu as un peu de légitimité sur le sujet, il me semble, non? Marketing, le digital, peut-être un peu plus même? Alors oui, alors ça fait depuis moi 97 que je travaille dans le digital, donc je commence à être un petit peu un dinosaure dans le milieu. Bon, je suis digital native, comme on dit. Et le métaverse, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. D'abord parce que c'est la continuité de ce qu'on a connu dans la révolution du web. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le métaverse est une nouvelle forme en fait d'Internet, ce qu'on appelle plus couramment le Web 3.0. Et puis comme j'ai été très intéressé par les sujets qui vont très vite aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai pris un peu de temps cette année pour me spécialiser un peu sur le métaverse, la blockchain, les cryptos. Et donc voilà, j'ai passé un peu de temps. Tu peux dire où tu as fait ça? Oui, alors j'ai suivi un cursus dans une école qui s'appelle le MIT, qui est aux États-Unis. Et donc pour Il est modeste. essayer de ne pas dire trop de bêtises sur le sujet. Alors, et toi, Benoît, parce que Benoît, avec qui j'ai le plaisir de partager cette conférence, Benoît n'est pas là non plus complètement par hasard. D'abord parce que Benoît a pu accompagner les promoteurs depuis de nombreuses années. Puis je crois qu'on peut parler il y a très longtemps, tu avais déjà lancé une première forme d'expérience immersive. Si tu nous en dis 2-3 mots. Moi, j'essaie d'être l'intervieweur intelligent aujourd'hui. Intervieweur.
On va commencer comme ça. Je dirige les Web Agencies depuis 20 ans. Je travaille dans l'immobilier beaucoup pour les promoteurs depuis longtemps. J'ai quelques excellents clients, pas loin, j'en vois une avec qui j'ai énormément travaillé et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Effectivement, beaucoup de digital. Il y a déjà une dizaine d'années, des ventes en ligne, de la 3D temps réel, de l'immersion dans les appartements pour vendre. On a fait ça en 2012, c'était avec un groupe qui s'appelait ICAD. Donc c'est des sujets qui sont plaisants, intéressants, très prospectifs et d'avenir. Et c'est pour ça que Julien m'a dit, mais tiens, viens, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire, mais tu pourrais être le contradicteur, l'animateur aimable pour le faire, et je suis très content de le faire à tes côtés. Ou m'arrêter quand je deviens un peu trop technique. Et tenir le temps. Alors, voilà, est-ce qu'on peut commencer déjà en se posant une petite question, qu'est-ce qu'on va leur dire en quelques minutes? Voilà, alors je vous propose, on a essayé, alors j'ai un petit problème de zappette, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Elle est capricieuse, voilà, on y arrive. L'idée aujourd'hui en fait de cette conférence, à la demande de Stéphane Scarella, donc, qui nous accueille aujourd'hui dans ce bel espace, c'était évidemment de parler du métaverse, mais surtout de pouvoir aborder pas mal de concepts dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais qui peuvent être quelque peu abscons pour tout un chacun. Et l'intérêt de cette conférence, c'est d'abord de vous donner, voilà, d'essayer de rappeler un peu quels sont les grands concepts, de vous les décrypter de manière la plus simple possible, et puis après de vous donner une grille de lecture sur le métaverse. Nous, acteurs de l'immobilier, vous, tous les jours au contact de vos clients, dans quelle mesure finalement cet écosystème, il va me toucher, il va avoir un impact sur mon quotidien? Est-ce que demain, les usages qui vont être engagés par le métaverse, est-ce qu'on doit les anticiper? Est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires pour nous? Comment on doit finalement aborder ce thème qui est assez vaste et qui fait, comme le disait tout à l'heure Benoît, beaucoup la une de la presse, mais finalement, est-ce qu'il y a une réalité économique derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc on va commencer effectivement simplement en essayant de se poser la question, c'est quoi les fondamentaux du métaverse? Déjà, c'est quoi le métaverse? Donc tu vas nous dire quels sont ses fondamentaux. On entend des choses, on voit du jeu, on voit des grosses entreprises qui investissent des dizaines de milliards dans des univers méta. On se dit qu'on peut faire de l'immobilier dans le méta, qu'on vend des terrains dans le métaverse. Juste pour y voir clair, le métaverse, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais te laisser actionner si tu veux bien, c'est là. Ici, tu appuies là. Oui. D'abord, le métaverse, bon, évidemment, on en entend tous parler. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas nouveau, pas du tout. Ça fait maintenant des décennies qu'on parle de métaverse. Alors, on l'a vu d'abord avec les romans de science-fiction, et puis après, on a vu l'avènement en fait du cinéma avec effectivement des films que vous avez tous certainement vus, comme Matrix, Tron, Ready Player One, qui sont déjà en fait un avant-goût de ce métaverse, c'est-à-dire cette idée de pouvoir avoir un double numérique dans lequel on peut avoir une vie parallèle. Donc ces concepts-là, ils sont pas tellement nouveaux. Ils ont été portés finalement au nu par l'univers du gaming. Vous avez tous vos enfants, vous-même, j'imagine dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, jouer à Fortnite ou à Minecraft, pour ne citer que les plus connus. On est déjà en fait dans une expérience du métaverse. C'était avec beaucoup de joueurs. Et finalement, la pandémie a été un élément important, notamment parce que Fortnite, pendant la pandémie, a organisé un concert live, donc dans l'écosystème de Fortnite, avec Travis Scott, qui est un rappeur américain très connu. Et moi, je me suis retrouvé en pleine pandémie. Mon fils qui me dit, bon, ce soir à 11h30, il y a un concert de dingue fait par Travis Scott. Bon, je débarquais, je ne sais pas trop qui c'était. Je dis, d'accord, oui, c'est à 11h30, c'est un peu tard. Oui, mais c'est énorme, c'est sur Fortnite, tu vas voir, l'expérience est géniale. Bon, évidemment, curieux, j'abonde. Et je me retrouve, et on était en fait 12 millions connectés à Fortnite à assister au concert de Travis Scott. Et là, effectivement, on se dit, il y a une réalité. L'expérience était, je dois dire, assez bluffante parce qu'on s'est retrouvés, on était comme dans un concert classique, dans la fosse, entouré de plein de gens avec leur double numérique. Et j'avoue que l'expérience m'a troublé en me disant, effectivement, il est en train de se passer quelque chose. Alors, mais on comprend bien le métaverse. On se dit, OK, on a cette idée en tête, un monde virtuel dans lequel on a un prolongement de soi, un autre soi, des autres soi, où on peut vivre en 3D, la 3D qu'on connaît, qu'on utilise pas mal dans l'immobilier. Mais on dit souvent que le métaverse, c'est l'Internet 3.0.
pourquoi à ce point-là, au-delà du fait qu'on soit dans l'immersif, le métaverse excite autant le monde de l'Internet et est présenté comme le 3.0, l'Internet de demain? Alors tu as raison. En fait, il faut, pour faire un petit rappel, on dit souvent qu'on est passé du web 1.0 au web 3.0. Alors je vais vous le traduire rapidement. Le web 1.0, c'était le premier web qu'on a connu où on accédait à des pages d'information. Et puis on est passé au web 2.0, qui est le web où en fait l'internaute a commencé à pouvoir interagir sur Internet, avec l'avènement des réseaux sociaux tels qu'on les connaît, où on peut interagir, publier, discuter. Ça, c'est le web 2.0. Et puis là, s'est profilé donc le web 3.0. Vous en entendez parler tous les jours, mais plus sous l'angle du métaverse. Et je vais prendre quelques instants pour essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le web 3.0. En fait, au départ, Internet fonctionne autour de serveurs. Donc, il y a des serveurs qui accueillent en fait des sites Internet et qui régissent en fait toutes les données de ces sites Internet. Et c'est des serveurs qui appartiennent à des sociétés comme Google, comme Facebook, comme ce qu'on appelle les GAFAM. Et puis, en fait, il y a eu cette idée, à un moment donné, de se dire, voilà, et si on passait par un écosystème qui n'est pas régenté par ces gros acteurs, on veut pouvoir reprendre la main, et est née en fait cette idée de décentraliser Internet. Décentraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous des ordinateurs, et plutôt que de passer par des serveurs de grands groupes, on va utiliser les serveurs de tous les gens qui sont dans la salle. Et donc, on va constituer, nous, notre propre écosystème. Le gros intérêt, c'est que d'abord, on ne passe plus par un tiers, et puis parce que nous, tous, on va pouvoir créer des écosystèmes comme on veut, on va pouvoir reprendre en fait la propriété de toutes les données qu'on met sur le web. Aujourd'hui, quand vous publiez une photo sur Instagram, de fait, vous ne l'avez pas vu dans les CGV, mais vous avez donné le droit en fait, à Instagram d'utiliser vos photos, de les conserver, de les monitorer et finalement de vous suivre. Et cette idée en fait, du Web 3.0, c'est de dire, attendez, là, à un moment donné, nous, on voudrait reprendre un peu la main, décentraliser pour pouvoir faire les choses un peu à notre sauce. Finalement, l'écosystème de tous les internautes se suffit à lui-même. Et là est né le Web 3.0. Mais alors, on risque d'être un peu techno. Qu'est-ce qui fait que dans ces mondes virtuels décentralisés, dans ce métaverse, quelle est la technique qui est très utilisée dans le métaverse qui fait qu'on peut effectivement gérer tous ces univers de façon très décentralisée et pourtant totalement cohérente? Alors, vous avez tout le temps, je pense depuis très longtemps, entendu parler de la blockchain. Alors, je ne sais pas si dans la salle, tout le monde est familier avec le concept de la blockchain. Vous avez en entendu parler, ça c'est sûr, mais de quoi on parle réellement? Alors, pour essayer de l'expliquer de manière la plus simple possible, en fait, la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un grand livre comptable dans lequel, à chaque fois qu'on fait une opération, voilà, on l'écrit sur une ligne. Et puis, au fur et à mesure, voilà, ces différentes opérations viennent s'ajouter à ce grand livre. La particularité de ce grand livre, c'est d'abord qu'elle est accessible à tout le monde. Donc si demain je réalise une opération, par exemple je décide d'acheter un immeuble et que je veux mettre cet immeuble sur la blockchain, eh ben, je vais pouvoir, moi, Julien Villeneuve, aller voir en fait tout l'historique qui est lié à cet immeuble. Et donc je vais voir sa date de création, le permis qui a été déposé pour le construire, tous les travaux qui ont été faits. Et en fait, le gros intérêt de la blockchain, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, ça vient s'ajouter. Et là, la magie du système, et c'est pour ça que c'est décentralisé, plutôt que d'avoir un tiers de confiance qui vient finalement certifier la véracité de ces informations, eh bien, on permet en fait à la communauté, nous tous, de pouvoir certifier que l'information qui a été déposée est bonne. Et là, c'est ce qu'on appelle prosaïquement le minage. Donc, dit autrement, en fait, c'est un algorithme, on peut tous jouer avec notre ordinateur, où en fait, on va être les témoins finalement de l'inscription de cette donnée. Et c'est du temps machine. Donc moi, je prends mon ordinateur et je décide de pouvoir miner. Et donc, je vais mettre beaucoup de temps machine en réseau. Alors, l'idée, c'est de résoudre des algorithmes. J'aime bien l'image pour le minage. Comme ça vous donnera une clé. Imaginez, vous êtes devant un immeuble et vous avez un pavé numérique. Vous savez, vous faites le code. Et en fait, l'idée, on dit à 20 personnes dans la salle, vous allez vous mettre devant ce code et vous allez taper toutes les possibilités possibles. Et le premier qui trouve la combinaison, il a gagné, il aura miné. Et donc, on va le rémunérer pour ça. Et donc, on aura validé l'information. Donc, la blockchain, c'est en fait un système qui permet d'enregistrer des opérations. C'est validé par la communauté. Et comme il y a un grand nombre de validateurs, en fait, la donnée est dite infalsifiable. Tout simplement parce que c'est très compliqué, il faut beaucoup de temps machine. Alors,
techniquement, on peut, mais il faut tellement de temps machine que c'est quasiment impossible à falsifier. Autrement dit, une fois que c'est inscrit sur la blockchain, c'est indélébile. Alors, si j'essaye de te résumer, c'est compliqué parce que c'est dense, hein. Si je comprends bien, Internet est un univers décentralisé depuis le début, Oui. est en train de donner naissance à des univers immersifs totalement décentralisés. Absolument. Et pour que cela fonctionne, il faut une technologie dite de la blockchain qui permet de faire des certifications transactionnelles sans tiers de confiance. Exactement. C'est ça ? Exactement. Alors, Et si c'est ça, j'ai quand même une question à te poser. Parce qu'en fait, le chrono tourne et il faut qu'on tienne. Donc, j'ai quand même une question à te poser. Très bien pour le métavers, qui est un univers... mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui réellement dans le métavers? Est-ce que tous les métavers se ressemblent? Est-ce que sont tous les mêmes? Et qu'est-ce qu'on peut réellement faire dedans? Alors, toujours pareil, dans la volonté d'essayer d'être le plus didactique possible, c'est vrai qu'on parle beaucoup de métaverse, mais en fait, il existe deux typologies, deux grandes familles de métaverse. Une première famille, donc, comme on l'a vu, qui est basée sur de la blockchain, donc avec un système décentralisé. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les blockchains, les métaverses vraiment natives. Et puis, à côté de ça, est apparu des blockchains fermées, ce qu'on appelle des métarooms. Alors, souvent, on confond les deux. Alors, d'un côté, vous allez avoir sur les blockchains basées sur la blockchain, enfin les métables basés sur la blockchain, pardon, par exemple Fortnite. Et puis de l'autre, vous allez avoir les GAFAM qui ont décidé en fait de mettre à disposition du public des écosystèmes où on a une expérience immersive, où on va pouvoir aller à la rencontre des clients, d'autres participants du métaverse, mais dans un écosystème fermé. Alors vous avez Microsoft, on peut peut-être avancer un peu, vous allez avoir... par exemple, voilà, pour faire simple, sur la blockchain, vous avez d'un côté toutes les blockchains dont vous avez entendu parler et qui sont les métaverses gaming, c'est Sandbox, c'est Sorare. Sorare, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'ils ont inventé, c'est un truc génial, hein, ils ont réinventé le panini. Vous savez, on avait ces vignettes de sport quand on était plus jeune. Là, ils les ont réinventées et maintenant, on peut collectionner en fait ces vignettes sur le métaverse et se les échanger à prix d'or d'ailleurs. Et puis, vous avez des métaverses qui s'apparentent plutôt à le next step des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le hub social, c'est Decentraland, dont on a beaucoup parlé, qui sont plutôt des espaces de rencontres, d'échanges. C'est la suite logique d'un Facebook ou d'un Instagram. Et puis il y a les métarooms. Et puis les métarooms, c'était justement la volonté en fait des GAFAM aujourd'hui, type Microsoft, Apple, Facebook. C'est évidemment, ils voient le marché leur échapper. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils subissent quelques revers ces derniers temps. Google, pour la première fois l'année dernière, et c'est très marquant, hein. Pour la première fois, Google a décelé l'année dernière que le nombre de créations de sites Internet était nul. Donc depuis que Google existe, c'est la première fois qu'en fait, le nombre de sites qui s'est créé versus le nombre de sites qui a disparu est négatif. C'est-à-dire que ça y est, on est arrivé en fait un peu au bout. Tous les annonceurs, tous les particuliers ont leur propre site. Et donc, évidemment, l'inventaire est en train de se raréfier et donc ils essaient de trouver des nouvelles opportunités d'affaires. Donc on a le métaverse au départ, c'est une logique décentralisée, c'est des réseaux immersifs. L'idée c'est que, si je te comprends bien, tous les réseaux peuvent communiquer les uns avec les autres. Ils communiquent tous les uns avec les autres parce qu'ils utilisent tous le même principe de blockchain. Et puis il y a des très gros opérateurs qui ont beaucoup d'argent et qui disent « Oh, communiquer avec tout le monde, moi je ne veux pas forcément. J'ai envie d'avoir un gros carrefour d'audience et je fais mon métaroom, soit parce que je suis une boîte privée, je veux accueillir les gens chez moi. Vous verrez un magnifique exemple tout à l'heure en deuxième partie. Soit parce que je suis assez puissant et que je dis, mais dans le fond, le méta, ça peut être moi tout seul, et je monte un métavers pour moi tout seul. Oui, c'est deux grandes familles. C'est deux sans grandes qu'on familles. sache qui remporte la bataille pour l'instant. Bien sûr, et puis ce qui est intéressant, moi j'ai eu l'occasion de faire la démonstration de Facebook, qui est donc Meta maintenant, et donc leur proposition de valeur, donc qui va être mis à disposition de tous les acteurs économiques, et qui est l'idée de pouvoir finalement construire son propre écosystème privé. J'avoue que la promesse est assez intéressante parce que, en termes de travail collaboratif, de réunions et surtout, notamment pour des réseaux, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui font partie de réseaux dans la salle, pour animer un réseau, pour fédérer des communautés, j'avoue que l'expérience est assez intéressante et ambitieuse. Alors justement, venons-en au fait le plus important. On voit un peu, j'espère que vous comprenez un tout petit peu mieux ce qu'est le métaverse, si vous ne le connaissiez déjà. Donc la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc aujourd'hui,
on lit la presse, on se dit il faut surtout investir dans le métaverse, parce qu'on en parle toute la journée. C'est quoi les grandes opportunités qui s'offrent aux acteurs de l'immobilier dans le monde du métaverse? Alors, je pense que la question, c'est une des questions importantes aujourd'hui de cette conférence, c'est de se dire finalement le métaverse, est-ce que c'est un effet des news mag pour remplir des pages et attirer le chaland, ou est-ce qu'il y a une réalité économique pour nous, acteurs de l'immobilier? Il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars investis quand même par Meta sur le sujet. Oui, là on est sur des sommes astronomiques, c'est plusieurs centaines de milliards qui sont investis. Mais nous, à notre niveau, nous, agents immobiliers, finalement, comment ça va impacter notre quotidien? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est en fait, il y a trois façons de l'aborder finalement, cette question. La première façon de l'aborder, c'est de se dire, voilà, nous, en tant que marque, en tant qu'agence, en tant qu'enseigne, est-ce qu'il y a un intérêt à aller demain sur le métaverse, à construire son propre écosystème, sa boutique sur le métaverse? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu plein d'exemples. Par exemple, Sotheby's a ouvert sa première agence sur Decentraland. Gucci a fait des roadshows sur Decentraland. On a vu Carrefour acheter ses premiers espaces sur Decentraland. Se loger, qui a annoncé pas plus tard qu'en septembre qu'il se lançait dans l'aventure folle du métaverse. Là, il y a une première approche qui est de se dire, finalement, je ne sais pas si dans la salle vous êtes déjà allé sur un métaverse type Decentraland. Très honnêtement, on peut se le dire aujourd'hui, l'expérience, elle est un peu déceptive. On a un peu l'impression d'avoir un jeu vidéo d'il y a 10 ans. La bande passante, elle est un peu contraignante. C'est pas une expérience extraordinaire. Pour les plus anciens d'entre nous, si vous vous souvenez de Second Life, exactement, on n'est pas hyper loin de Second Life. C'est un Second Life qui dispose de plus de techno aujourd'hui, plus de bandes passantes et qui est un peu plus fluide, mais ça reste un peu saccadé. Le gros intérêt, par contre, c'est que comme tout le monde en parle et que tout le monde fait le buzz, effectivement, c'est intéressant de positionner sa marque parce que ça vous fait de la publicité gratuite. Quand Sotheby's dit qu'ils ouvrent une agence immobilière dans Decentraland sur le métaverse, tout le monde va citer Sotheby's et effectivement, ça vous fait de la publicité gratuite. Donc, en tant que marque, en tant qu'annonceur, c'est pas totalement idiot d'y aller. Quand on est le premier à le faire. Quand on est évidemment le premier, évidemment, il y a toujours une primeur à celui qui se lance dans l'histoire. Ça, c'est une première approche qui est intéressante, mais juste pour conclure là-dessus, finalement, le métaverse, ça revient à un média. Quand vous achetez un espace sur Decentraland, c'est une version améliorée et qui a sans doute un peu plus le vent en poupe que d'acheter une bannière sur Figaro Immo, que je vois en face de moi. Mais finalement, c'est de la mise en avant, c'est vous achetez de la publicité. Et on peut plus se dire que le métaverse, c'est un nouveau média, c'est un nouveau médium pour communiquer. En d'autres termes, ça veut dire que si demain, tous nos clients sont sur le métaverse, il faut se poser la question d'aller s'y positionner pour faire de la pub, comme on peut faire de la pub sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube ou sur ce type de médias. Absolument. S'il y a de l'audience, ça veut dire qu'il y a nos clients et qu'on peut peut-être les toucher dans le cadre des business que l'on développe. Absolument. Approche une. Alors, deuxième approche, je vais essayer d'accélérer un peu parce que je vois le temps qui passe. La deuxième approche, c'est de se dire, tout le monde a dit, il y a Decentraland, c'est les nouveaux opérateurs immobiliers qui arrivent, ils sont sur l'immobilier numérique et on voit des sociétés extraordinaires qui se prétendent être des acteurs de l'immobilier sur les métaverses. En réalité, si vous y réfléchissez bien, ce sont en fait des sociétés qui ont acheté des espaces sur un univers numérique et qui se font fort de les revendre. Quand on y réfléchit, c'est ni plus ni moins que de la régie publicitaire. J'achète des espaces et je les revends à des annonceurs. Et donc là où on a dit, c'est le nouveau métier des agents immobiliers, ils vendront demain des espaces sur les métaverses. Attention, là, c'est des abus de langage de la presse, parce qu'en réalité, ce sont des sociétés qui ont acheté des espaces et qui essaient de les revendre à des marques comme Carrefour, et parce qu'ils ont fait du négoce de land, parce que ça s'appelle comme ça sur Decentraland, tout d'un coup, on a dit que c'était de l'immobilier numérique. Mais là, objectivement, ce n'est pas du tout de l'immobilier, on est vraiment sur de l'espace pub classique. Donc, première approche du métaverse, c'est une zone média. C'est un nouveau média. S'il y a du monde sur le média, il y a du trafic. S'il y a du trafic, il y a de la pub, il y a des clients qu'on peut rencontrer. Ça, on le comprend bien. Et donc, le positionnement qu'on peut avoir là-dessus, c'est se dire, plus il y aura de monde, plus il y aura d'audience. S'il n'y en a pas, on n'y va pas. Mais s'il y a beaucoup d'audience, ça vaut la peine d'y aller. Exactement. Troisième approche, et qui est celle qui
à notre sens, est la plus intéressante à observer. C'est là où, si vous devez porter vraiment un intérêt à ces sujets-là et avoir une vraie grille de lecture, c'est l'approche par la tokenisation qu'il faut retenir. Alors la tokenisation, c'est quoi? On a parlé de blockchain tout à l'heure. En fait, la blockchain vous permet, dès lors que vous avez un actif numérique, de pouvoir acquérir une part de cet actif numérique. Je t'invite à passer sur la slide Mais bien après. sûr. Et en fait, les tokens, donc vous en entendez parler souvent, pour faire très simple, il y a 4 types de tokens. Le premier token, c'est ce qu'on appelle les tokens de paiement. En fait, c'est la crypto-monnaie. Donc, c'est le Bitcoin, l'Ethereum et tous les autres cryptos. Il y en a énormément, mais Bitcoin et Ethereum sont les plus connus. D'abord, Bitcoin parce que ça a été le premier et qu'il a lancé le mouvement de la décentralisation. L'Ethereum et tous les autres cryptos, il y en a énormément, mais Bitcoin et Ethereum sont les plus connus. D'abord, Bitcoin parce que ça a été le premier et qu'il a lancé le mouvement de la décentralisation. En fait, quand on crée une blockchain, donc ce petit bloc numérique, les gens qui ont miné, les fameux qui tapent sur le code à l'entrée de l'immeuble, pour les rémunérer, on les a rémunérés sous forme de crypto-monnaie, donc cette monnaie numérique. Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier token de paiement. Le deuxième token que l'on peut imaginer, c'est le token d'utilisation. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui vendent des places de concert sous forme de token. Et en fait, quand vous achetez ce token, non seulement vous pouvez participer au concert, mais vous avez droit en fait, à des privilèges, aller en backstage, avoir une version limitée d'une des chansons, avoir accès à des t-shirts ou à des collections ou à des collabs avec d'autres marques. En fait, ça vous permet d'avoir une expérience privilégiée par rapport à d'autres clients. Le troisième token, alors qui est celui qui évidemment nous intéresse au plus haut point, c'est ce qu'on appelle le token titre. Le token titre, c'est une révolution en fait. La vraie révolution, au-delà du métaverse, c'est cette approche-là. C'est de se dire qu'aujourd'hui, l'avènement du Web 3.0, du métaverse et de cette manière maintenant de pouvoir projeter une valeur de propriété sur le numérique, c'est de dire, ben voilà, je vais pouvoir maintenant démembrer et avoir un autre usage de la propriété tel que nous tous l'avons connu. Et c'est là probablement que vous allez avoir, vous, en tant qu'acteur de l'immobilier, demain, auprès de vos clients, sans doute la plus grande valeur ajoutée pour pouvoir les accompagner sur ces nouveaux usages qu'on va voir juste après. Enfin, quatrième token, on en entend tous parler, c'est l'NFT. Le NFT, c'est très simple, c'est le seul qui n'est pas échangeable. Autant la crypto, un Bitcoin, il est échangeable contre un autre Bitcoin. Autant un NFT, un NFT, par exemple, sur Fortnite, vous pouvez acheter ce très beau gilet, la boîte IMO, et vous en avez une propriété unique. Elle n'est qu'à vous, et donc personne ne peut dire qu'il a le même gilet que vous. Propriété numérique unique. Exactement. Et donc, ça a donné lieu, surtout dans le luxe, dans l'art, à voilà, une nouvelle dimension, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter une œuvre d'art via un NFT. D'ailleurs, je vous invite, ils ont ouvert il y a 3 semaines, donc j'ai été invité, c'était très sympa, la première factory NFT, qui est en face de Beaubourg. Et donc là, allez-y avec vos enfants, c'est très bien fait, c'est très, très didactique, et ça vous permet de comprendre et de voir en fait des œuvres numériques. Et de se dire, finalement, ouais, c'est vrai que c'est pas si mal, et de pouvoir acheter l'œuvre sous forme de NFT. Donc les tokens, c'est des droits de propriété numériques, sécurisés et décentralisés dans leur gestion. Exactement. Bon, si vous écoutez toujours, vous dites « Ah, droits de propriété numérique, sécurisé, décentralisé, on est dans l'IMO, il y a un truc ». Là, il y a un truc. Il y a quoi comme truc? Alors, pour donner des cas d'usage, tout ce dont je vais vous parler, en fait, ça existe déjà. Donc, ce n'est pas de la prospective, on n'est pas dans la science-fiction, ce sont déjà des modèles qui existent. Alors, beaucoup aux États-Unis, évidemment, et en Chine, parce que c'est 42% du marché immobilier mondial, qui fait, je crois, 200 000 milliards de dollars. Et 42%, c'est entre la Chine et les États-Unis. Par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés, notamment Realty, qui vous permettent en fait, d'acheter un immeuble. Et quand vous achetez cet immeuble, vous allez acheter des tokens qui ont une valeur. Alors là, l'achat est très simple. En fait, vous prenez un immeuble, cet immeuble est ramené dans une société. Alors là, c'est des SPV aux États-Unis, mais pour nous, ça pourrait être l'équivalent d'une SCI, par exemple. Et via des tokens, vous achetez une part de cet immeuble.
Et de cet immeuble, vous pouvez même imaginer demain d'acheter en fait un token, donc du coup unique, qui correspondrait à l'appartement. Mais ça veut dire que comme c'est numérisé et décentralisé, on peut faire des toutes petites parts. Alors c'est Donc ça des qui gros immeubles, ils pourraient avoir des milliers de petites parts. Alors c'est ça le côté génial de cette approche, et d'ailleurs c'est ce qui cartonne aux États-Unis, c'est que d'abord ça s'adresse à tous les petits porteurs. Donnons un exemple. Demain, on peut évidemment acheter des parts de SCPI, hein, ça existe depuis la nuit des temps, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais par contre, bon, vous choisissez pas trop votre actif. C'est des analystes, des investisseurs qui vont choisir un panel en vous promettant une rentabilité plutôt intéressante. Mais si demain, en imaginant que LVMH dise, ben voilà, notre immeuble sur les Champs-Élysées, si vous voulez, demain, je vous donne la possibilité d'en acheter une part. D'abord parce que je l'occupe et pour très longtemps, et puis parce que c'est un très bel immeuble, je l'entretiens. Et ben moi, Julien Villeneuve, petit porteur, je pourrais dire ben voilà, pour une valeur très modeste, ou en tout cas très abordable pour moi, je vais pouvoir me payer cet immeuble. Alors le gros intérêt, c'est que moi, cet immeuble, j'y crois. Je le connais, il a pignon sur rue. Moi, ça m'intéresse cet immeuble-là. Et on pourrait imaginer demain que s'il faisait des appartements au dernier étage, je puisse dire, ben voilà, en tant que maintenant propriétaire d'un token, je veux aussi acheter un NFT qui correspond à l'appartement 2B du 5e étage. Voilà un premier cas d'usage. Un deuxième. Un deuxième approche, c'est l'approche par le bien. Alors, le bien, c'est là où c'est intéressant, et ça vous intéresse évidemment au premier chef, c'est que demain, un vendeur peut venir vous voir en disant, voilà, moi j'ai un très bel appartement, mais je ne veux pas le vendre complètement, mais j'ai besoin de liquidité. Et je voudrais le vendre pour partie. Et l'idée, c'est qu'avec cette tokenisation, je vais pouvoir dire, ben voilà, moi, agent immobilier, je vais demain commercialiser une part substantielle de votre appartement. D'abord parce que ça vous permet d'avoir des liquidités, vous restez dans votre appartement, vous restez propriétaire. Mais moi, Julien Villeneuve, investisseur, j'avais par exemple 20 000, 30 000, 50 000 euros. Je n'avais pas forcément les moyens ou l'envie d'acheter tout l'appartement. Mais par contre, c'est intéressant de me positionner maintenant parce que je pense que le marché va augmenter et je trouve que c'est une valeur sûre. Et bien demain, vous, agent immobilier, vous serez peut-être amené, pour le compte de vos clients, à vendre une partie seulement d'un immeuble. Et c'est ça le gros intérêt de l'approche par tokenisation. L'autre vertu, elle est intéressante aussi au niveau des locataires. Il y a déjà Vesta Capital qui a lancé ça, mais pas que, ils sont nombreux maintenant. Il vous donne la possibilité, en tant que locataire, de dire, ben voilà, chaque mois, je paye 800, 1000 euros de loyer. J'ai la possibilité, parce que le propriétaire ou la foncière qui est derrière m'en donne la possibilité d'acheter 1%, 2% de l'immeuble de l'appartement que je loue. Le gros intérêt, c'est que chaque mois qui passe, vous allez acquérir des pourcentages en plus, et Defalco, ça vient diminuer votre loyer. Dit autrement, chaque mois qui passe, vous êtes de plus en plus propriétaire et vous baissez le loyer que vous payez. Alors le gros intérêt pour un vendeur ou pour une foncière, c'est petit à petit de se délester évidemment de son bien à une valeur qui est intéressante. Pour le locataire, c'est de dire voilà, c'est pas de l'argent perdu, il n'est pas dépensé inutilement. Petit à petit, en fonction de ma capacité d'épargne, je peux donc acheter mon bien. Et le gros intérêt, surtout pour un propriétaire, c'est que comme vous êtes quelque part un peu propriétaire de ce bien, bien sûr, vous avez tout intérêt à le maintenir en l'état. Et donc, vous n'avez plus de ce souci de, avec beaucoup de turnover, avec des gens qui ne maintiennent pas les appartements, retrouver l'appartement, il faut faire beaucoup de travaux. Là, c'est plutôt vertueux. Voilà le type de cas d'usage qu'on peut avoir, qui existe déjà beaucoup outre-Atlantique et beaucoup en Chine, et qui pourrait, bien sûr, il y a déjà nombre d'acteurs en France qui se positionnent sur ce type d'offres, et qui pourra, vous, demain, être une nouvelle façon en fait, de commercialiser les biens qui vous sont donnés en mandat. Donc si je te comprends bien, et avant de conclure cette partie en tous les cas, on part du métaverse, qui sont des univers demain virtuels dans lesquels il va y avoir de l'audience. Tu dis le métaverse sans la blockchain, ça n'existe pas. Le métaverse, il y a un intérêt pour nous tous, mais comme on a des intérêts pour des nouveaux médias, surtout s'ils arrivent à faire venir des millions d'utilisateurs sur leur plateforme. Mais au fond, derrière le métaverse, il y a cette règle de décentralisation autour de la blockchain qui pose des questions très profondes sur la propriété, le droit de propriété et la possibilité de le vendre, de le céder ou de l'échanger de façon plus fragmentée, de façon plus décentralisée. Et c'est sans doute là, ce que tu nous dis, l'un des points les plus importants du développement du métaverse, c'est peut-être aussi le développement de la fragmentation du droit de propriété et sa transition. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites, parce que ça c'est très intellectuel. On a quelques exemples qui commencent à arriver partout, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce fonctionnement ?
Alors en fait, les freins, évidemment, ils sont encore nombreux. Le premier frein, c'est que c'est bien beau de dire que demain, on peut projeter finalement toute l'histoire d'un bien sur la blockchain. Et de se dire on va numériser tout l'historique de le permis de construire, en passant par les différents locataires, les différents ravalements. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est extraordinaire, mais il faut être très clair, aujourd'hui on reste une industrie où le papier est roi, et donc il va falloir passer d'abord par une grande phase de numérisation. Alors, c'est absolument pas impossible, hein. Certains acteurs, et non des moindres, l'ont déjà fait dans d'autres activités, notamment dans le livre. Qui eût pu croire un jour que tous les livres s'est numérisé? Bon, Jeff Bezos, à l'époque, avait été assez précurseur et finalement, il l'a fait dans des temps assez rapides. Et puis, aujourd'hui, quand on voit ce que son entreprise est devenue, il n'a pas eu tort. Donc forcément, c'est un vrai défi. C'est sûr qu'on va y venir, mais ça va prendre encore un peu de temps. Ça, c'est le premier frein. Numérisation et développement durable, on est très inquiet. Alors c'est vrai que on est tous dans la salle évidemment très sensibles à ces sujets écologiques. La blockchain, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de temps machine, donc ça veut dire beaucoup de serveurs, ça veut dire des dégagements de chaleur, ça veut dire l'utilisation de métaux rares. Donc évidemment, on a tous quand même une certaine réticence à promouvoir ce genre d'industrie. Et là, les acteurs justement de la blockchain sont en train de réagir. Ethereum, que vous connaissez, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie, en septembre a décidé de changer son protocole, et ce qui est d'ailleurs un vrai défi technologique. Ils ont changé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont changé leur manière finalement de miner, et ça a donné lieu à 95% d'économie d'énergie. Parce qu'eux aussi sont très sensibles à ce sujet-là. Ils ont compris que ça allait être un frein aussi au développement de cette économie et de cette nouvelle nomenclature. Donc là aussi, on essaye d'avancer vers une économie durable en respectant au mieux les économies d'énergie. Métaverse, blockchain et le pouvoir régalien. Parce que c'est bien beau de décentraliser, mais l'État est collecteur d'impôts. Alors voilà, l'autre sujet, je ne sais pas s'il y a des notaires dans la salle, probablement. C'est bien beau de décentraliser, mais à un moment donné, et les notaires ne me démentiront pas, on a besoin d'avoir quelqu'un qui, finalement, se fasse un peu le collecteur de taxes, même si, évidemment, les notaires ne sont absolument pas que ça, hein, ce serait très réducteur, mais l'État a besoin quand même, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui prélève la dîme. Et aujourd'hui, même si c'est vrai que l'Union européenne est très développée là-dessus, ils essayent de mettre en place notamment la loi MiCA pour poser un cadre, parce qu'ils ont compris que de toute façon, le train était lancé, ils ne pourront pas l'arrêter, mais il va bien falloir qu'à un moment donné, sans doute les notaires d'ailleurs, parce que j'ai ouï dire qu'ils étaient très investis dans ces sujets-là et que peut-être que demain, ce sont eux qui vont aussi être les promoteurs de cette nouvelle façon de travailler. Il va falloir qu'il y ait de nouveaux acteurs qui sont en capacité de collecter les taxes. Mais ce n'est pas encore le cas. Autant aux États-Unis, le marché est très différent, les règles sont très différentes, donc ils vont un peu plus vite. Autant sur des marchés comme le marché domestique français, ça risque de prendre un peu plus de temps. Merci Julien. Métaverse et blockchain, audience et droit de propriété. Merci beaucoup. Merci. Avant de voir la présentation de Samuel sur un cas très concret d'un acteur de l'immobilier dans les mondes immersifs, si vous avez quelques questions à poser sur le sujet de la métaverse, de l'immobilier et de la blockchain, ou alors on passe la parole immédiatement à Samuel. On enchaîne. Non. Samuel Coq, vous pouvez applaudir, d'XP France. Et qui va venir vous présenter un cas d'usage concret. Benoît, Julien, vous étiez tellement, comment dirais-je, clair que ça n'a pas généré de questions. On les prendra peut-être en même temps à la fin, finalement. Pas facile de passer après Benoît et Julien qui ont fait... Oh, vous pouvez rester là, hein, comme vous voulez. Hein. Pour les questions, vous n'êtes pas loin. Bon, vous me laissez seul. J'ai peur. Bonjour à tous. Donc, je suis Samuel Coq, directeur général de XP France. Et je vais être moins long qu'eux, hein, je vous le promets. Comme ça, vous ne partez pas tout de suite. L'idée, c'était ce que nous a demandé Stéphane aujourd'hui. C'était une partie théorique, empreinte de pas mal d'illustrations. Et si vous avez vu sur une de ces slides, à un moment donné, on a parlé des MetaRooms. Et vous aviez une illustration qui ressemble un petit peu à celle-ci, qui était Virbela. Virbela, c'est notre plateforme. Et c'est là où on vit.
Alors, l'idée de ce petit quart d'heure, je ne vous prends pas plus, c'est de vous montrer une véritable expérience utilisateur. Alors, il faut que je récupère quand même le petit bip pour avancer. Donc, moi, en 2 mots, je ne suis pas long là-dessus, mais je me présente. Ça fait 22 ans que je suis agent immobilier. Donc, je pense que j'ai pas mal de consoeurs et de confrères dans la salle. Et aujourd'hui, depuis début 2021, je dirige donc un réseau de conseillers en immobilier, autrement appelé réseau de mandataires, qui s'est installé en France, qui s'appelle EXP. L'idée des 2 cas utilisateurs que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est 2 métaverses. Ce n'est pas un métaverse, c'est 2 métaverses. On a leur logo ici, ils se ressemblent, c'est normal, ils font partie de la même famille. Il y en a un qui s'appelle Virbela et qui est un métaverse RH, un métaverse ressources humaines. Et un autre métaverse qu'on annonce presque officiellement aujourd'hui au Rent, qui est à destination de nos conseillers en immobilier, pour que eux, conseillers en immobilier, puissent interagir avec leurs clients, acquéreurs, vendeurs, notaires, courtiers, bref, le métier de conseiller en immobilier, le site internet des conseillers immobiliers web 3.0. Je vous donne juste un tout petit peu de contexte parce que je pense que ça peut démontrer qu'on est dans une expérience utilisateur. EXP Realty, ma maison mère, puisque moi je ne suis une filiale, EXP France, a été créée en 2009. C'est une société qui a 13 ans. En 13 ans, on a beaucoup de mal avec les chiffres et avoir des chiffres à jour. On a annoncé ce matin 86 000 conseillers. Donc nous avons dans 24 pays 86 000 conseillers. On est coté au Nasdaq. Et l'an dernier, puisqu'on annonce des résultats annuels, mais sur les 3 premiers trimestres, on est au même chiffre d'affaires, on est à 3,8 milliards de dollars. 444 000 transactions. Je ne vous fais pas de pub, je vous donne juste du contexte. 156 milliards de volume d'échanges immobiliers et plusieurs sociétés dans nos actifs, notamment Frame, Virbela dont je vais vous parler, et le magazine Success qui nous intéresse beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle d'expérience utilisateur, notre société a été créée en 2009 par notre fondateur qui est aux commandes aujourd'hui, avec l'idée d'avoir 0 mètre carré de bureau, 0 siège social. 13 ans après, on a 0 mètre carré de bureau, 0 siège social, et on fait 3,8 milliards, probablement beaucoup plus cette année, de dollars de commission dans 24 pays. On a besoin d'un outil, on a besoin de quelque chose. Donc dès l'origine, dès la création de la société, l'idée, ça a été de mettre en place un métaverse, de prendre un métaverse. Donc tout simplement, on s'est adressé au marché, enfin, j'étais pas là, hein, et ils ont testé plusieurs solutions jusqu'en 2015, où il y a eu un coup de cœur sur une société qui s'appelle Virbela, à tel point qu'en 2017, on l'a achetée, donc elle fait partie du groupe. Mais plutôt que de vous la décrire, je vais vous montrer un tout petit film d'1 minute 20, si tout va bien, qui vous montre à quoi ressemble notre métaverse RH et là où évoluent les 2500 staffs dans les 24 pays et les 86 000 conseillers. Un monde autrefois trop vaste pour être connectés ensemble, de l'impossible au possible. Autrefois réservé à l'élite, aujourd'hui à la portée de tous. Maintenant, imaginez un monde créé pour être connecté. Bienvenue dans notre monde, le monde EXP. EXP,
créé pour rester connecté. Alors, vous faire vivre cette expérience en vous passant un petit film d'1 minute 20, c'est pas gérable. C'était juste pour vous montrer quelques images. On avait imaginé, quand on a préparé la conférence, le faire en live, faire plein de choses, mais ça ne serait jamais tenu dans un timing. Je reste à disposition de tous ceux qui veulent un guest pass de le créer et de vous laisser vivre l'expérience par vous-même. Ça, c'est vraiment le métaverse dans lequel on travaille chaque jour et où on travaille sur nos 24 pays. J'ai des réunions, parfois tardives, avec mes 23 confrères des autres pays chaque semaine et on se rejoint là-dedans. J'ai des réunions avec les conseillers, il y en a quelques-uns dans la salle, je les vois, j'ai mon fan club. Chaque lundi, on se rejoint ici. Nos formations sont ici, nos semaines de méta-intégration sont ici. Vous vous connectez, un conseiller se connecte n'importe lequel, dans n'importe quel des pays, dans ses heures ouvrables. Il a du staff qui va prendre en charge sa demande. Il a les services techniques. Donc voilà, c'était juste pour vous faire comprendre que ce que Julien et Benoît vous ont exposé, c'est l'empire métaverse. C'est demain, il y a plein de choses qui vont se développer. Mais il y a déjà des choses qui existent et qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on n'existerait pas aujourd'hui sans ça. Donc il y a des choses qui existent et qui fonctionnent. Ça, c'est sympa, on est sur YouTube. C'était la première partie. Petite précision, Virbela fait partie du groupe EXP, nous l'avons racheté à 100%, mais travaille pour un certain nombre de sociétés. C'est important de se rendre compte que toutes ces sociétés sont sensibles. Et je vous laisse lire les marques, mais d'Amazon en passant par Microsoft, on est le seul à l'exploiter à 100%, on est le seul à être 100% remote, à être né avec et à vivre avec à 100%, mais toutes ces sociétés les utilisent. Alexandre Bompard, récemment, le président de Carrefour, a fait une séquence de recrutement dessus, et c'était cet outil. Enfin, et vous pouvez, je vous laisse vous rechercher, mais vous allez voir, vous allez trouver pas mal de cas utilisateurs où on trouve de vraies raisons de l'utiliser. On les utilise aussi bien pour des événements corporels que pour du recrutement, de l'onboarding. Chez nous, c'est tout, c'est 100% de notre entreprise qui est dans cet univers. Je passe au deuxième. Vous avez vu, je n'ai pas le temps, moi. Si, mais si, je suis très bien, je suis court. Je passe au deuxième et nouveau métaverse. Si j'ai été relativement clair dans ces 6 minutes, le premier, c'est du B2B. C'est nous, entre staff, entre différents pays, c'est nous avec toutes les instances, les différents services, c'est nous avec nos conseillers. Là, c'est B2C. Nos conseillers immobiliers avec nos acheteurs, nos vendeurs, les notaires, les courtiers, tous les intervenants de l'écosystème immobilier. On va voir donc un métaverse. Alors, ce que je n'ai pas précisé, je le fais très rapidement. Le premier demande un téléchargement, demande un... Je vous ai proposé les guest pass, il demande un code d'accès. On est sur un système qui est uniquement sur des ordinateurs, plutôt moins de 3 ans. Voilà. Là, on est sur un système qu'on va appeler SaaS, c'est-à-dire accessible de tout ordinateur. Frame, qui est notre deuxième technologie, qui va donc être à disposition de l'ensemble de nos conseillers, est une plateforme qui permet en fait de communiquer et de collaborer dans un espace 3D. Il y a quelques années, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait tous des sites immobiliers, des sites web pour chacun d'entre nous. Je pense que très rapidement, on aura des sites web 3D, où on sera là. Pas très rapidement, ça existe déjà. Je vous invite on vous laissera le site, mais on est sous forme d'avatar, on va se connecter. À chaque fois que quelqu'un va rentrer dans mon espace, il va pouvoir appuyer sur un bouton, sur une cloche. Je vais recevoir un texto, je vais pouvoir me connecter. Me connecter de mon téléphone portable, me connecter de mon ordinateur, me connecter avec un casque VR, mais sans casque VR fonctionne très bien. On ne va pas imposer, j'en vois pas beaucoup dans la salle, un casque VR immédiatement, mais ça fonctionnera, ça fonctionne d'ores et déjà, ce n'est pas indispensable. Là, le grand plus, et moi ce qui m'a bluffé quand on a inséré cette technologie, c'est vraiment l'ultra-connexion avec un seul lien. Autant de personnes que de monde qui a le lien. On est évidemment avec des outils qui vont nous permettre pas mal de choses, mais un peu dans le même esprit que la première fois. Les images sont souvent plus claires que les grandes explications, donc je vous laisse le découvrir en images. Réouvrez votre champ des possibles dès lors qu'il s'agit de se réunir, d'apprendre et de travailler dans un monde virtuel.
Fini les appels vidéo interminables ainsi que les notifications incessantes de chat. Entrez dans Frame. Un monde virtuel dynamique et personnalisable accessible depuis un ordinateur de bureau, un mobile ou une réalité virtuelle. C'est un endroit où les gens peuvent se réunir et se sentir vraiment ensemble, en ligne. Frame vous propose un espace que vous pouvez personnaliser et parcourir. Un lieu où vous pouvez interagir avec les autres et avoir une véritable sensation d'espace, de présence et de communauté. Utilisez Frame pour organiser votre prochaine réunion dans un bureau virtuel ou dans un immense campus ou même sur une île. Au lieu d'enseigner la planète Mars à vos élèves, emmenez-les là-bas en excursion virtuelle pour qu'ils l'explorent et s'y amusent tout en apprenant. Frame est également parfait pour les événements, que vous organisiez une présentation, une exposition d'art dans votre propre galerie ou un salon dans un palais des congrès. Les invités peuvent interagir les uns avec les autres comme ils le feraient en personne. Frame est ce que vous en faites, votre propre monde avec des possibilités infinies de créer, de personnaliser et de collaborer. Entrez dans Frame et créez votre monde dès aujourd'hui. Oui, entrez dans Frame. Vous aviez le site internet learn.framevr.io. Sincèrement, allez jeter un œil. Vous allez voir Moi, c'est une des vidéos qui m'a marqué. Alors, vous allez voir Carrefour, vous allez voir plein de choses, mais il y a notamment Trello. Certains d'entre vous doivent l'utiliser. Ils se sont amusés à recréer dans Frame leur bureau new-yorkais. Et vous avez une petite vidéo, elle doit durer 1 minute. Vous ne pouvez pas tout vous passer aujourd'hui. Où vous avez sur la moitié de l'écran le bureau réel. Et sur l'autre moitié, le bureau dans Frame. Je vous garantis que c'est bluffant. Allez jeter un petit œil. Soyez curieux. Soyons curieux. Frame, pour moi, c'est amusant. Je vous fais... On est juste entre nous. Ouais, on est entre nous. Quand on est arrivé en France, les Américains parlent de révolution pour EXP. Je me suis refusé à parler de révolution. Parce que les réseaux de mandataires en France, ça existe. Frame, c'est une révolution. Je pense vraiment qu'on est là sur une révolution qui sera reprise par d'autres. Hein. Julien et Benoît l'ont très bien dit, il y a des GAFA, il y a des gros acteurs. Il y aura plein d'autres, il n'y aura pas que Frame. Mais en tout cas, je pense que demain, les conseillers en immobilier auront un site internet de type métaverse. J'en suis intimement persuadé. On peut mettre tout dans Frame, tout sans programmation. On est dans du no-code, comme on dit. Donc vous allez pouvoir rentrer, créer votre Frame, avoir votre propre adresse. Alors ce ne sera pas exp.world, ça sera une adresse Frame, mais Julien Villeneuve, et il va pouvoir rentrer dedans, faire son propre espace, le décorer, insérer des PDF quand il a besoin, un écran avec sa webcam. Il va pouvoir mettre des écrans de diffusion, mais en 2 clics, devant son client, en même temps qu'il lui parle, des PDF évidemment, de l'audio, des vidéos. On est sur des modèles 3D, imaginez, vous avez modélisé en 3D un appartement dans le neuf, on parlait de neuf, vous avez modélisé en 3D un logement ancien, un quartier, vous allez pouvoir le faire visiter, rentrer avec vos clients à l'intérieur, participer, contribuer à cette visite. Votre client est en avatar, vous êtes en avatar, vous avez votre webcam, vous parlez, vous échangez. Vous avez le chat en plus, vous avez le partage de documents. Vous allez pouvoir retrouver tout d'un coup, pour lui expliquer les taux d'intérêt ou la hausse de ces derniers, un tableau blanc. Évidemment de l'audio, mais des formes, un navigateur Internet, exploiter des sondages. Laissez dans votre Frame un endroit, un sondage de l'expérience, de ce que vous voudrez bien y mettre. Bref, je ne peux pas être exhaustif, ce n'est pas le but non plus. En plus, je vois le temps passer. L'idée, c'était de vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de mettre en place, d'organiser des événements, évidemment faire de la formation, c'est déjà beaucoup exploité. Là, encore récemment, on faisait une démonstration où, en un clic, si vous voulez, sur l'écran du haut, par exemple, on transforme et à la place de ça, on a une Google Maps. Google Maps dans lequel on peut rentrer. On peut ensuite avoir une bulle, on ne va pas faire de pub, Nodal View par exemple, et aller visiter directement et ressortir, se redéplacer parce que cette bulle est au bon endroit dans la bonne rue. Donc faire vraiment son parcours client. Et puis on pourra faire ses négociations dans son bureau, bien assis, avec ses clients, vendeurs, acquéreurs, en présence du notaire. Pourquoi pas y associer demain de la blockchain. C'est aujourd'hui ce qui est le cas de Frame chez UXP Italie, commence à réfléchir à de la blockchain pour signer les contrats de type Airbnb. Donc le pas d'après est juste là, et c'est là où il y a le lien avec ce qu'on a entendu précédemment, c'est-à-dire qu'on est sur une première étape expérience qui va être liée évidemment à toutes les autres technologies. Et loin de moi l'idée, et ça sera peut-être la conclusion, mais en tout cas la mienne, on ne va pas remplacer le terrain. Là, je suis en train de vous parler de 2 outils.
On a toujours des vrais conseillers qui vont voir des vrais gens en signant des vraies promesses. Il n'y a pas de débat là-dessus et je ne veux pas en avoir. C'est juste qu'on a des outils. Moi, j'ai connu l'appareil photo réflexe. Aujourd'hui, on est content, on est passé par le numérique, puis ensuite, maintenant, on a des iPhones, sans faire de pub. Et ça nous va très bien parce qu'on fait d'aussi bonnes photos, mais je pense qu'on ne serait pas nombreux à vouloir revenir à l'argentique. Donc, c'est simplement qu'aujourd'hui, les choses évoluent et qu'on a le droit d'avoir des outils de productivité, d'efficacité, qui nous permettent, encore une fois, d'apporter une meilleure qualité de service à nos clients finaux, de gagner du temps et d'être plus productif. Et je crois que c'est l'objectif, tout en restant humain, parce que le métier est principalement composé de relations humaines. J'en ai terminé. Venez, messieurs, laissez-moi pas seul. Enfin, je suis jamais seul, en fait, c'est l'avantage avec mes copains avatars. Si vous avez des questions pour Julien, Benoît, moi-même. Non, on a été trop long, hein. Regarde, ils vont tous boire un coup. Nous aussi, on a soif. Bon, ben merci à vous.